Imaginez. Vous vous trouvez dans les couloirs de marbre d'un palais macédonien et vous vous apprêtez à assister à l'une des cérémonies de mariage les plus glaçantes de l'histoire antique. Les robes de lin sont rêches contre votre peau tandis que vous regardez une femme ajuster le diadème d'or qui la désigne comme reine. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de rage qu'elle doit ravaler comme un vin amer. À travers les colonnes de marbre du palais de Péla, on peut voir les nobles macédoniens rassemblés dans la cour en contrebas, leur voix s'élevant pour célébrer ce qu'ils croient être son triomphe. Si seulement ils connaissaient la vérité. Vous assistez au mariage d'Arsène II, l'une des femmes les plus puissantes du monde antique, avec son demi-frère. Tommy, surnommé Sonus Thunderbolt pour ses ambitions rapides et brutales, se tient à ses côtés, son bras enserrant sa taille avec possessivité. Son étreinte est trop forte, son sourire trop vif. La couronne de mariage qu'il a posée sur sa tête quelques instants plus tôt ressemble à une entrave. Il lui a promis la sécurité de ses fils, a promis de les reconnaître comme héritiers du trône de Macédoine qu'il lui avait volé, mais on peut lire la soif dans ses yeux, la même soif qui l'a poussé à assassiner Salocus et à s'emparer de ses terres. Vous savez ce qu'il désire vraiment, non pas une épouse, mais l'élimination de ses rivaux. Les 3 fils de son premier mariage représentent une menace pour son règne, et malgré ses paroles mielleuses, on sent déjà le sang sur ses mains. Les prêtres chantent en grec, invoquant Zeus et Héra pour bénir cette union. Quelle ironie, ces divins frères et sœurs dont les poètes chantent le mariage, tandis que les nobles réunis feignent de ne pas voir la répulsion dans ses yeux. Ce n'est pas la première fois qu'elle est trafiquée comme une pierre précieuse pour obtenir une alliance. À 15 ans, son père Tommy la confia à la Sacus, un homme assez âgé pour être son grand-père. Aujourd'hui, à 40 ans, elle est redevenue monnaie courante. Regardez le vin prendre un goût de cendre dans sa bouche tandis qu'il porte les toasts rituels. Autour d'eux, la cour célèbre, mais elle planifie déjà. Si elle a appris une chose au cours des 25 années écoulées depuis ses premiers pas dans les eaux troubles de la politique hellénistique, c'est bien ceci, la survie exige plus que la beauté ou la lignée. Elle exige ruse, patience et la volonté d'obéir aux ordres des dieux. Alors que Seranu lève sa coupe pour trinquer à leur union bénie, vous apercevez son fils aîné, Poléami, dans la foule. Contrairement à ses frères cadets, il a refusé de venir auprès de Péla, pressentant le piège dans lequel elle, aveuglée par le désespoir, s'est jetée volontairement. Son absence pourrait bien lui sauver la vie, tandis que la sienne ne tient qu'à un fil. L'ironie est plus tranchante que n'importe quelle lame. Elle, Arsenino, fille du grand Pamisota qui a bâti un empire à partir des dernières conquêtes d'Alexandre, est devenue ce que ses ennemis prétendent que sont toutes les femmes royales, un pion dans le jeu des hommes. Mais ils sous-estiment ce qu'un pion peut devenir lorsqu'elle atteint l'autre côté de l'échiquier. La cérémonie s'achève par des baisers au goût de poison et des promesses aussi creuses que des poteries brisées. Ce soir, alors que la Macédoine célèbre sa nouvelle reine, elle dormira aux côtés d'un homme qui ne la voit que comme un tremplin vers la légitimité, qui voit ses enfants comme des obstacles à éliminer. Mais il ignore qui il a vraiment épousé. Il ignore que le sang des successeurs d'Alexandre coule dans ses veines, qu'elle a survécu à des cours plus perfides que la sienne, ou qu'elle a déjà commencé à tisser la toile qui la sauvera ou les détruira tous. Avant de vous plonger dans cette histoire oubliée de survie et de souffrance à l'ombre des pyramides, si vous souhaitez découvrir les vérités cachées des dynasties les plus puissantes de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes provenant de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre fascination commune pour le prix du pouvoir et les femmes qui l'ont payé. L'histoire d'Arsène II ne commence pas par l'amour ni même le désir, mais par les froides mathématiques de l'Empire. Née vers 316 avenue Jésus-Christ dans la nouvelle cité étincelante d'Alexandrie, elle entra dans un monde où la lignée était à la fois un privilège et une prison. Son père, Tulle Ier Sceau, était l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre le Grand, un homme qui avait aidé à transporter le corps du conquérant du Mont d'Or de Babylone, puis à bâtir son propre royaume dans le chaos qui avait suivi. Dans les couloirs de marbre du palais Tomique, la jeune Arsenault avait dû apprendre très tôt que sa beauté n'était pas la sienne. Elle appartenait à la dynastie. La seconde épouse de son père, Brenicire,
avait déjà prouvé qu'une femme pouvait passer d'une relative obscurité à la royauté grâce au charme et à la ruse. Mais même si Bronis murmurait des histoires de déesses et d'héroïnes à l'oreille de sa fille, la réalité était plus dure. Dans le monde des Diadochi, successeurs d'Alexandre, les filles étaient la diplomatie incarnée. L'Alexandrie d'Arsène, enfant, était une cité ivre de possibilités. La grande bibliothèque prenait forme, attirant des érudits de toute la Méditerranée comme des papillons de nuit vers la flamme. Des navires venus d'Inde et d'Arabie encombraient le port, leurs cales remplies de soie, d'épices et d'ivoire. Mais sous les façades de marbre et les débats philosophiques, la ville vibrait de la tension constante d'une dynastie qui continuait à faire ses preuves. Les Ptomies étaient des Grecs régnant sur les Égyptiens, des Macédoniens jouant au pharaon, et chaque jour apportait de nouvelles remises en question de leur légitimité. Arino grandit bilingue, parlant grec au palais, mais apprenant l'égyptien auprès des serviteurs qui l'élevèrent. Elle assistait aux rituels quotidiens dans l'enceinte du temple, et voyait les prêtres célébrer des cérémonies vieilles de 3000 ans. Dès son enfance, elle comprenait que l'Égypte était différente des autres royaumes hellénistiques. Ici, le roi n'était pas seulement un souverain, mais un dieu, l'incarnation terrestre du pouvoir divin, et les dieux, comme le savait tout Égyptien, avaient leurs propres règles en matière de mariage et de lignée. Les prêtres racontaient l'histoire d'Isis et d'Osiris, les divins frères et sœurs dont l'union avait créé l'ordre cosmique. Isis, la grande déesse mère, avait épousé son frère Osiris, le seigneur des enfers, et leur amour était devenu le fondement de la religion égyptienne. Pour les Égyptiens, le mariage fraternel parmi les dieux n'était pas scandaleux, il était sacré. Mais pour les Grecs, c'était une abomination qui violait l'ordre naturel. À l'âge de 15 ans, Arsène prit la décision qui allait définir sa vie. Nous étions en 301 avenue Jésus-Christ, et les Diadoques se disputaient encore les vestiges de l'empire d'Alexandre. Lysaméacus, roi de Thrace, avait besoin d'alliés contre ses rivaux, et Ptomie Ier devait sécuriser ses frontières orientales. La solution était simple, le mariage. Lysaku avait 55 ans, un vétéran grisonnant qui avait combattu aux côtés d'Alexandre du Danube à l'Indus. Son corps portait les cicatrices de 100 batailles, dont la célèbre rencontre avec un lion qui lui avait valu son surnom. Aux yeux du jeune Arsène, il devait ressembler à un personnage de légende, à la fois terrifiant et magnifique. Le mariage eut lieu dans l'antique Sarde, autrefois capitale de l'Empire perse. Imaginez la scène, la grande salle remplie de nobles venus de tout le monde grec, leur voix résonnant sur les murs dorés à la feuille d'or. Arino était vêtu d'une robe de lin égyptien teintée de pourpre de Tyr, ses cheveux noirs couronnés d'un diadème qui reflétait la lumière de 1000 lampes à huile. Elle était belle comme le sont les adolescentes. Tout en potentiel et en promesse, les yeux brillants d'intelligence et de peur soigneusement cachés, Lisa plaça la bague à son doigt avec les mains qui avaient autrefois tenu l'étrier d'Alexandre. Il prononça les paroles antiques de la cérémonie du mariage grec, mais son regard était déjà calculateur. Ce n'était pas une union de cœur, mais d'armée, pas une romance, mais un traité écrit de chair et de sang. Tandis qu'il partageait le vin cérémoniel, notre âme goûta son avenir, à la fois amer et enivrant. Le festin nuptial dura 3 jours. Les poètes récitèrent des vers comparant la mariée à Hélène de Troie et à Pénélope la fidèle. Les musiciens jouaient de la harpe et de la flûte, tandis que des danseurs venus de tout l'Empire se produisaient pour les nobles rassemblés. Mais derrière la célébration se cachait la dure réalité de ce mariage. Arinois n'était plus seulement une princesse d'Égypte, elle était désormais une reine de Thrace, actrice du jeu mortel de la politique hellénistique. La cour de son nouveau mari était un lieu dangereux. Lysimaque régnait depuis plus de 2 décennies, mais son royaume était encerclé par l'ennemi. Au nord, les tribus triennes se pressaient contre ses frontières, leurs guerriers avides d'or grec. À l'est, l'empire séleucide s'étendait de l'Anatolie à l'Inde, son roi Salocus Ier cherchant constamment à déceler toute faiblesse. Au sud, les autres Diadoques guettaient le moindre signe de vulnérabilité. Dans cet environnement, Arsène apprit la première grande leçon de sa vie, survivre exigeait plus que la beauté ou le charme. Il fallait savoir lire les courants du pouvoir, savoir quand avancer et quand reculer, quand parler et quand se taire. Elle observait les courtisans de son mari avec l'intensité d'un faucon étudiant sa proie,
apprenant à décoder les signes subtils d'alliance et de trahison. Moins d'1 an plus tard, elle était enceinte. L'enfant, un garçon qu'ils prénommèrent Tommy, naquit en 299 avenue Jésus-Christ et son arrivée changea tout. Soudain, Arino devint non seulement une épouse, mais une mère, non seulement une reine, mais la fondatrice d'une dynastie potentielle. 2 autres fils suivirent rapidement, Lysameux en 297 avenue Jésus-Christ et Philippe en 294 avenue Jésus-Christ. Chaque naissance renforça sa position à la cour, chaque enfant devenant l'otage de la fortune et une arme dans le jeu de la succession royale. Mais Lysameux avait déjà un héritier, son fils Agathocle, né de son premier mariage. Alors que les fils d'Arsène grandissaient, passant du stade de nourrisson à celui de jeune garçon, la question de la succession commença à dominer la politique de la cour. Qui hériterait du royaume, du fils aîné né d'une roturière ou des fils cadets nés d'une princesse d'Égypte? Les murmures commencèrent à se faire entendre. Les serviteurs parlaient à voix basse des ambitions de la reine d'Égypte. Les nobles se divisèrent en factions, certains soutenant Agathocle, d'autres commençant à voir une opportunité chez les jeunes princes. Arsène se retrouva au cœur d'un réseau d'intrigues qui devenait chaque année plus complexe. Elle commença à comprendre la véritable nature de sa position. Elle n'était pas seulement une reine, c'était une reine étrangère, une femme dont la loyauté était toujours suspecte, dont les enfants représentaient une menace pour l'ordre établi. La cour, qui l'avait accueillie avec joie, l'observait désormais avec suspicion. Chaque mot qu'elle prononçait était analysé pour en saisir le sens caché, chaque geste interprété comme un signe de complot. La pression était énorme. Imaginez-vous une jeune femme d'une vingtaine d'années, loin de chez elle, responsable de 3 jeunes enfants, entourée d'ennemis qui lui souriaient en face et lui murmuraient du poison dans le dos. Le poids de l'attente pesait sur elle comme une force physique. Son père avait investi l'avenir de l'Égypte dans ce mariage, et un échec signifierait plus qu'une honte personnelle, il signifierait l'affaiblissement de toute la dynastie ptolémaïque. Arino apprit donc à jouer le jeu. Elle se fit des alliés parmi les dames de la cour, utilisant son or égyptien pour s'acheter la loyauté. Elle fréquenta philosophes et poètes, créant un cercle d'intellectuels qui louaient sa sagesse et sa beauté. Elle participait aux cérémonies religieuses, témoignant du respect pour les dieux locaux tout en conservant ses propres pratiques égyptiennes. Et lentement, prudemment, elle commença à bâtir une base de pouvoir indépendante de son mari. Le moment crucial survint en 283 avenue Jésus-Christ, lorsque Tommy, le fils aîné d'Arsène, atteignit l'âge de 16 ans. Selon la coutume grecque, il était désormais en âge d'être considéré pour la succession. La question était désormais incontournable, qui hériterait du royaume de Lysimaque? Le vieux roi avait alors 73 ans, les cheveux blancs comme neige, le pas hésitant. Il avait régné 39 ans, plus longtemps qu'Alexandre, et le poids de ces décennies se lisait sur chaque trait de son visage. Mais son esprit restait vif et il comprenait le choix qui s'offrait à lui, soutenir son fils aîné, Agathocle, au risque de s'aliéner ses puissants alliés égyptiens, soutenir les fils d'Arsène, au risque d'une guerre civile avec les partisans d'Agathocle. La suite des événements allait être débattue par les historiens pendant des siècles. Certains prétendaient qu'Arsène avait séduit son mari pour qu'il élimine son rival. D'autres affirmaient qu'elle lui avait simplement présenté des réalités politiques qu'il ne pouvait ignorer. La vérité, comme toujours dans ces récits anciens, était probablement plus complexe que ces 2 versions. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'en 283 avenue Jésus-Christ, Agathocle fut arrêté pour trahison. Les preuves contre lui étaient minces, quelques lettres interceptées, des rencontres suspectes, les témoignages de témoins peut-être corrompus ou contraints. Mais dans le monde politique hellénistique, l'apparence de culpabilité suffisait souvent. Quelques jours plus tard, Agathocle était mort, exécuté sur ordre de son père. La cour était sous le choc. Agathocle était populaire auprès des nobles, un commandant militaire expérimenté qui avait combattu aux côtés de son père lors de nombreuses campagnes. Son exécution envoyait un message clair, les fils d'Arsène étaient désormais les héritiers du trône, et quiconque s'opposerait à eux le ferait à ses risques et périls. Mais la victoire eut un prix terrible. La mort d'Agathocle divisa le royaume, créant des factions qui ne parviendraient jamais à se réconcilier véritablement.
Nombre des anciens nobles, ceux qui avaient servi Lysimaque depuis le début, voyaient désormais en Arsène une sorcière étrangère ayant corrompu leur roi. Les rumeurs se firent plus fortes, plus venimeuses. On la surnommait une seconde Médée, une femme prête à tout détruire pour conquérir le pouvoir. Les ennemis extérieurs du royaume pressentaient sa faiblesse. Saloïcus Ier, dernier des gardes du corps d'Alexandre, commença à attaquer les territoires orientaux de Lysimaque. Les tribus triennes resserrèrent leur emprise sur les frontières nord. Les pirates attaquèrent les villes côtières, sachant que l'attention du royaume était focalisée sur ses propres divisions. En 281 avenue Jésus-Christ, la crise atteignit son paroxysme. Salocus envahit l'Anatolie avec une armée massive, prétendant venger la mort d'Agathocle. Lysimaque, malgré son âge avancé, prit le champ de bataille une dernière fois à la bataille de Corupédium. Les deux vieillards, tous deux septuagénaires, s'affrontèrent dans ce qui allait être l'ultime confrontation de leur génération. La bataille fut un désastre pour Lysimaque. Son armée, affaiblie par des années de luttes intestines, s'écroula sous l'assaut des Séleucides. Le vieux roi lui-même tomba au combat, le corps transpercé par une douzaine de lances. Avec sa mort, le royaume de Thrace s'écroula comme une maison bâtie sur le sable. Arsène, veuve à 35 ans, se retrouva dans la situation la plus périlleuse de sa vie. Elle avait 3 jeunes fils à protéger, mais aucune armée pour les défendre. Le royaume que son mari avait bâti se disloquait autour d'elle, déchiré par des généraux ambitieux et des nobles vengeurs. Socus avançait vers la capitale et elle n'avait nulle part où fuir. Mais Arsène n'avait pas survécu à 20 ans d'intrigues de cour en restant passive. Alors même qu'elle apprenait la mort de son mari, elle planifiait déjà sa prochaine action. Elle rassembla ses plus fidèles partisans, récupéra le peu de trésors qu'elle pouvait emporter et se prépara à prendre la fuite. La femme qui avait été autrefois portée à Sardes dans une litière nuptiale se retrouvait désormais face à la perspective de fuir pour sauver sa vie. L'ironie était cruelle. Elle avait joué le jeu du pouvoir aussi bien que n'importe quel homme, avait sacrifié son beau-fils pour assurer l'avenir de ses enfants, avait enduré des décennies de suspicion et de haine, et maintenant, en pleine crise, elle se retrouvait sans autre choix que de fuir. Le voyage vers la sécurité fut éprouvant. Imaginez une caravane royale avançant dans la nuit, torchée vacillant dans l'obscurité, le bruit des sabots des chevaux étouffés par le sable. Arsène chevauchait avec ses 3 fils, Potmé, alors âgé de 17 ans, Lasamacus de 15 ans et Philippe de 12 ans. Ils n'étaient plus des princes, mais des réfugiés, leur robe royale troquée contre les vêtements grossiers des voyageurs. Derrière eux, le royaume brûlait. Saluca avait pris la capitale et ses soldats traquaient méthodiquement quiconque était lié à l'ancien régime. Les partisans d'Arino étaient exécutés ou réduits en esclavage. Les villes qui avaient autrefois célébré son arrivée ouvraient désormais leurs portes à ses ennemis. Mais Clou lui-même ne vivrait pas assez longtemps pour savourer sa victoire. Alors même qu'Arsène fuyait vers l'ouest, un autre drame se déroulait. Tommy Céronus, son demi-frère, fils du premier mariage de son père, vivait en exil à la cour de Cocu. Le vieux roi lui avait promis de l'aider à recouvrer son droit d'aînesse et de l'installer à la tête de la Macédoine. Mais Céronus était impatient, ambitieux et impitoyable. Au moment même du triomphe, alors que Saluca s'apprêtait à traverser l'Europe, Sarafus frappa. Il assassina son hôte et bienfaiteur, s'emparant de l'armée et du trône de Macédoine. Le dernier des premiers compagnons d'Alexandre était mort, tué par un homme assez jeune pour être son petit-fils. La nouvelle parvint à Arino alors qu'elle se réfugiait dans une ville portuaire de la côte Aïenne. Son demi-frère, l'homme qui avait été écarté de la succession d'Égypte, et qui avait entretenu ses griefs devant les tribunaux pendant des décennies, était désormais roi de Macédoine et lui proposait le mariage. La proposition fut transmise par un messager qui parla avec douceur de réconciliation et d'unité familiale. Saranus promit de reconnaître ses fils comme ses héritiers, de leur donner le royaume que Lysimaque avait perdu. Il parla d'amour et de destinée, de la nécessité pour la lignée ptolémaïque de régner en Macédoine comme elle régnait en Égypte. Arsène écouta ces mots, le visage impassible. Elle avait déjà entendu de telles promesses, de la part de Lysimaque, d'innombrables courtisans et généraux.
Elle connaissait le poids des promesses royales, savait avec quelle rapidité elles pouvaient être oubliées lorsque la convenance l'exigeait. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Ses fils avaient besoin de protection et elle, ayant besoin d'un trône pour y parvenir, la décision d'accepter la proposition de Céronus fut la plus difficile de sa vie. Cette fois, elle n'était pas naïve, mais une femme de 40 ans qui avait vu l'horreur des hommes lorsque le pouvoir était en jeu. Elle savait qu'épouser son demi-frère était un pari risqué, qu'elle se lançait dans un piège les yeux grands ouverts, mais quel choix avait-elle? Refuser signifiait un exil perpétuel, une vie d'errance de cour en cour, à regarder ses fils grandir comme des retraités dépendants de la charité d'autrui. Accepter signifiait tout risquer dans l'espoir que le sang aurait une signification, que les liens familiaux s'avéreraient plus forts que les calculs politiques. Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour la Macédoine, Arsénio prit une décision ultime. Elle envoya son fils aîné, Tomie, à la cour d'un allié lointain. En cas de catastrophe, au moins un de ses enfants pourrait survivre pour perpétuer la lignée. C'était la sagesse d'une mère, née d'une expérience amère et d'un amour désespéré. Le mariage eut lieu à Péla, l'ancienne capitale de la Macédoine, à l'ombre du palais où Alexandre avait été élevé. La cérémonie fut magnifique. Céranu ne lésina pas sur les moyens pour démontrer sa légitimité, mais sous l'or et la pourpre, la musique et les danses, se cachait la froide réalité de la nécessité politique. Arino se tenait aux côtés de son demi-frère tandis que les prêtres accomplissaient les rituels ancestraux. Ils étaient enfants d'un même père mais de mères différentes, issus des multiples mariages de Toy Ier. Dans la tradition égyptienne, de telles unions étaient non seulement acceptables, mais sacrées, reflets des mariages divins qui maintenaient l'ordre cosmique. Mais pour les Grecs, cette union avait quelque chose de troublant, quelque chose qui reflétait le désespoir plutôt que le destin. Le festin nuptial dura 3 jours, mais la lune de miel se résuma en heures. Le soir même de leur mariage, Sonus révéla ses véritables intentions. Il avait épousé Arino non par amour ni même par alliance politique, mais pour éliminer la menace que représentaient ses fils. La gardant en sécurité, il pouvait s'occuper de ses enfants à son aise. La trahison fut rapide et brutale. Les soldats de Céranu encerclèrent les appartements du palais où séjournaient les 2 plus jeunes fils d'Arsène. Les garçons, Lascus et Philippe, âgés de 15 et 12 ans, furent arrachés à leur lit et assassinés sous les yeux de leur mère. Leur sang maculait le sol en marbre du palais où Alexandre avait joué enfant. Les cris d'Arsenault résonnèrent dans les couloirs de Péla, un son qui entrait le palais pendant des générations. Mais son chagrin était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Alors même que les corps de ses fils étaient emportés, elle planifiait sa fuite. Celle qui avait survécu à 2 décennies d'intrigue à la cour n'allait pas laisser cette trahison la tuer. Elle avait tiré les leçons de l'exemple de son père. Ptolémée Ier avait échappé à des situations impossibles en étant plus rapide et plus impitoyable que ses ennemis. Maintenant, tandis que les gardes surveillaient ses moindres faits et gestes et que les serviteurs rapportaient ses moindres paroles, Arino commençait à élaborer sa propre survie. L'évasion était digne d'un roman. Grâce à de fidèles serviteurs et au réseau clandestin d'esclaves et d'affranchis qui existait dans chaque palais, elle parvint à échapper à Péla au cœur de la nuit. Déguisée en servante, elle avait troqué ses robes royales contre de la laine brute, et son diadème orné de pierres précieuses contre un simple foulard. Derrière elle, elle laissait un leurre, une esclave ressemblant vaguement à la reine, qui lui permettrait de gagner de précieuses heures avant que la supercherie ne soit découverte. Le voyage vers la sécurité fut un cauchemar, fait d'évasion de justesse et de dangers cachés. Les soldats de Céranu étaient partout, à la recherche de la femme qui avait humilié leur roi en échappant à son piège. Arino avançait dans l'ombre, aidé par un réseau de partisans qui risquaient leur vie pour la protéger. Certains étaient motivés par la loyauté, d'autres par l'or, mais tous comprenaient qu'ils participaient à un drame dont les souvenirs resteraient gravés dans les mémoires pendant des siècles. Sa destination était l'île de Samothrace, un lieu sacré où les anciennes religions à mystère offraient refuge à ceux qui le cherchaient. Les temples de l'île étaient protégés par des coutumes plus anciennes que les cités grecques, plus anciennes que le royaume macédonien. Même Céranus n'aurait pas osé violer l'enceinte sacrée des grands dieux. Alors que son navire approchait des côtes rocheuses de Samothrace,
Arinowé dut ressentir tout le poids de ses pertes. Elle avait été mariée 3 fois, avait donné naissance à 3 fils, régné sur 2 royaumes. Elle était désormais une réfugiée, dépendante de la charité des prêtres et de la protection des lois antiques. 2 de ses fils étaient morts, assassinés par son propre demi-frère. Le 3e était en exil, son avenir incertain. Mais Arsinoé n'était pas femme à se laisser abattre par un désastre. Alors même qu'elle pleurait la disparition de ses enfants, elle planifiait déjà sa prochaine action. Il ne lui restait plus qu'une carte à jouer, une dernière chance de reconstruire sa vie et de préserver son héritage. Son plus jeune frère, Tomi II, régnait désormais sur l'Égypte en tant que pharaon. Si elle parvenait à atteindre Alexandrie, si elle parvenait à le convaincre de l'accueillir, elle trouverait peut-être un moyen de survivre. Le voyage de Samothrace à Alexandrie était semé d'embûches. Les navires de Seranu patrouillaient dans le nord de la mer Égée, tandis que les pirates infestaient les eaux du sud. Mais Arinowé avait appris à être ingénieuse, à exploiter chaque avantage à sa disposition. Elle voyageait déguisée, tantôt en femme de marchand, tantôt en pèlerine en quête d'instruction religieuse. Sa beauté, autrefois son plus grand atout, était désormais dissimulée sous des vêtements grossiers et un maquillage soigné. Lorsqu'elle atteignit enfin le port d'Alexandrie, sa ville natale, elle dut ressentir un mélange complexe d'émotions. C'était chez elle, mais c'était aussi le lieu où son exil avait commencé 40 ans plus tôt. Le palais où elle avait joué enfant était désormais dirigé par un frère qu'elle connaissait à peine, un homme qui était encore bébé lorsqu'elle avait épousé Lamosus. Tomi II Philadelphe, âgé de 36 ans, était un érudit et un administrateur qui avait hérité du royaume de son père, mais pas de son génie militaire. L'Égypte était prospère sous son règne, ses routes commerciales sûres, ses temples magnifiques, mais le pharaon lui-même était un homme prudent, peu disposé à prendre les risques qui avaient fait la grandeur de son père. Les retrouvailles entre frères et sœurs furent difficiles, empreintes de décennies de séparation et de suspicions mutuelles. Arsinoé n'était plus la jeune princesse qui avait quitté Alexandrie dans une litière nuptiale. C'était une femme endurcie par la tragédie, marquée par la trahison, aspirant désespérément à une seconde chance. Tonlé II voyait en elle à la fois une opportunité et une menace, une sœur qui pouvait être une alliée précieuse ou une rivale susceptible de défier son autorité. Les négociations étaient délicates. Arsinoé avait besoin d'un refuge, mais elle avait aussi besoin d'un rôle à la hauteur de son expérience et de son ambition. Elle ne pouvait se contenter de se retirer dans un exil confortable, ni accepter la vie d'une parente dépendante. Elle avait été reine, mère, actrice du grand jeu du pouvoir. Elle ne se contenterait pas de sombrer dans l'oubli. La solution, lorsqu'elle se présenta, fut aussi surprenante que brillante. Tomi II était marié à Arinowé Ier, une femme qui lui avait donné des enfants, mais qui manquait de perspicacité politique pour être un véritable partenaire de gouvernement. S'il divorçait de sa femme et épousait sa sœur, il gagnerait non seulement une reine, mais aussi une co-régente, quelqu'un qui comprenait les complexités de la politique hellénistique comme peu d'autres. L'idée du mariage entre frères et sœurs n'était pas nouvelle en Égypte. Pendant 3000 ans, les pharaons avaient parfois épousé leurs sœurs, suivant l'exemple des dieux eux-mêmes. Isis et Osiris, le couple divin qui régnait sur les enfers, étaient frères et sœurs. Leur union n'était pas considérée comme incestueuse, mais sacrée, reflet de l'ordre cosmique qui maintenait l'équilibre de l'univers. Mais les Ptolémées étaient grecs, et pour eux, le mariage entre frères et sœurs était une abomination. Il violait l'ordre naturel, offensait les dieux et menaçait la stabilité de la société. Aucun souverain ptolémaïque n'avait jamais épousé un frère ou une sœur germain, bien qu'il leur soit arrivé d'épouser des demi-frères et sœurs ou des cousins. La décision de briser ce tabou ne fut pas prise à la légère. Ptolémée II comprit qu'il franchissait une ligne infranchissable, qu'il créait un précédent qui définirait sa dynastie pour les siècles à venir. Mais il en comprenait aussi les avantages. En épousant Arsène, il suivrait l'exemple des pharaons, revendiquant l'autorité divine inhérente au mariage sacré. Il démontrerait que les Ptolémées n'étaient pas seulement des rois grecs régnant sur l'Égypte, mais de véritables pharaons, héritiers des traditions les plus anciennes. L'annonce des fiançailles provoqua une onde de choc dans le monde grec.
poètes et philosophes débattirent de la moralité du mariage entre frères et sœurs, tandis que les hommes politiques en évaluaient les conséquences pour leur propre royaume. Certains y virent un signe de décadence égyptienne, preuve que les Ptolémées avaient été corrompus par leurs sujets étrangers. D'autres y virent un coup de maître de propagande, une manière de revendiquer une légitimité qu'aucune autre dynastie hellénistique ne pouvait égaler. Le mariage lui-même fut une cérémonie magnifique, conçue pour souligner la nature divine de l'union. La cérémonie eut lieu dans le grand temple de Ptah à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte où les pharaons étaient couronnés depuis des millénaires. Les rituels étaient égyptiens plutôt que grecs, soulignant le caractère sacré du mariage et le statut divin du couple. Arsenoe, alors âgé de 41 ans, se tenait aux côtés de son frère de 26 ans tandis que le grand prêtre accomplissait les cérémonies antiques. Elle portait la double couronne de Haute et de Basse-Égypte, symbole de l'autorité pharaonique arborée par les souverains depuis l'époque de Ménès. Son frère portait les insignes traditionnels du pharaon, la crosse et le fléau symbolisant son rôle de berger de son peuple. Les hymnes chantés ce jour-là étaient d'une antiquité incalculable, des textes déjà anciens à l'époque de la construction des pyramides. Ils parlaient du mariage divin, de l'union entre la terre et le ciel, entre l'ordre et le chaos. Ils proclamaient que le couple royal n'était plus seulement humain, mais qu'il était devenu un dieu digne d'adoration et de vénération. Les habitants grecs d'Alexandrie furent scandalisés, mais aussi impressionnés. Ils n'avaient jamais rien vu de tel, jamais assisté à l'ampleur du pouvoir pharaonique. En matière de religion, les Ptolémées avaient toujours maintenu un équilibre prudent entre leurs identités grecques et égyptiennes, mais maintenant ils se déclaraient pleinement égyptiens, pleinement pharaoniques. Ce mariage transforma les deux partenaires. Ptolémée II devint Ptolémée Philadelphia, l'amant fraternel, un titre à la fois descriptif et vantard. Arsenoe devint Arsenoe Philadelphia, l'épouse-sœur qui partageait l'autorité divine du pharaon. Ensemble, ils formèrent les Théois Philadelphia, les dieux fraternels qui régnèrent sur l'Égypte comme Isis et Osiris régnaient sur les enfers. Mais la transformation était plus que cérémonielle. Arsinoe apportait à ce mariage des décennies d'expérience dans le jeu mortel de la politique hellénistique. Elle avait survécu au cours de Lysaméacus et de Serranus, vu des royaumes s'élever et s'effondrer, appris l'art de survivre dans un monde où la faiblesse était synonyme de mort. Maintenant, pour la première fois de sa vie, elle était en mesure d'utiliser ce savoir sans crainte. La nouvelle reine se consacra pleinement au gouvernement avec une énergie qui émerveillait ses sujets. Elle accompagna Poly dans ses tournées à travers le royaume, l'aidant à régler les conflits et à gérer les relations complexes entre les différents groupes ethniques qui composaient la population égyptienne. Elle favorisa les arts et les sciences, perpétuant la tradition de mécénat intellectuel qui avait fait d'Alexandrie le centre du savoir dans le monde antique. Mais sa plus grande contribution résidait dans le domaine de la politique étrangère. Le monde hellénistique était plus dangereux que jamais, de nouvelles puissances surgissant pour défier l'ordre ancien. Les Romains étendaient leur influence en Méditerranée occidentale, tandis que les Pathéens s'attaquaient aux frontières orientales de l'Empire séleucide. Les Ptolémées devaient naviguer dans ces eaux troubles avec habileté et ruse. Arsène comprit l'importance de l'imagerie divine pour exprimer son pouvoir. Sous son influence, le couple royal commença à apparaître sur les pièces de monnaie et les monuments comme des dieux, leurs images étant associées aux divinités traditionnelles de l'Égypte. On les représentait recevant des offrandes du peuple, bénissant la terre de leur présence divine, préservant l'ordre cosmique par leur union sacrée. Cette politique porta ses fruits. Les sujets d'Égypte, grecs et égyptiens, commencèrent à considérer leurs dirigeants non seulement comme des conquérants, mais aussi comme des pharaons légitimes, héritiers d'une tradition remontant à l'aube de la civilisation. Le mariage divin avait conféré aux Ptolémées un atout qu'aucune autre dynastie hellénistique ne possédait, une prétention à l'autorité à la fois politique et religieuse, grecque et égyptienne. Mais le prix personnel était énorme. Arsenoe avait tout sacrifié, son premier mariage, ses enfants, sa jeunesse pour atteindre ce poste. Elle avait enduré des décennies d'exil et de trahison, avait assisté au meurtre de ses fils sous ses yeux, avait fui pour sauver sa vie de l'autre côté de la Méditerranée. À présent, au crépuscule de sa vie, elle avait atteint le prix ultime, une part de l'autorité divine, une place parmi les dieux eux-mêmes. Le mariage n'eut pas d'enfant, mais ce n'était pas nécessaire.
Tomie II avait déjà des héritiers de son premier mariage, et Arsinoe avait désormais dépassé l'âge de procréer. Ce qui comptait n'était pas la reproduction biologique, mais la transformation politique et religieuse. Les Tomie étaient devenus quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait les frontières ordinaires de l'autorité humaine. Alors qu'Arino se tenait dans le palais d'Alexandrie, coiffée de la couronne des pharaons, elle dut réfléchir à l'étrange parcours qui l'avait menée à cet instant. Elle avait été un pion dans les jeux diplomatiques de son père, l'épouse trophée d'un roi vieillissant, la victime de l'ambition meurtrière de son demi-frère. Mais elle avait aussi été une actrice à part entière, une femme qui avait usé de tous les atouts à sa disposition, beauté, intelligence, cruauté et détermination sans faille pour survivre et finalement triompher. La tradition qu'elle instaura lui survivra des siècles. Les futurs souverains tomiques suivront son exemple, mariant leurs frères et sœurs afin de maintenir l'autorité divine de la dynastie. Cette pratique atteindra son apogée avec la plus célèbre de toutes les reines tomiques, Cléopâtre III, qui épousa successivement deux de ses frères et utilisa le prestige de son ascendance divine pour défier Rome elle-même. Mais ceci est une autre histoire. Pour l'instant, tandis que nous observons Arsène dans son moment de triomphe, nous devons nous émerveiller du prix qu'elle a payé pour le pouvoir, et de la détermination impitoyable qu'il a menée à travers des décennies de souffrance jusqu'à cette ultime justification. Elle avait été contrainte à l'inceste non pas une, mais 2 fois, et avait été utilisée comme instrument de la politique dynastique de l'enfance à l'âge mûr. Mais finalement, elle avait transformé cette victimisation en victoire, cette souffrance en force. La femme qui s'était autrefois recroquevillée dans un palais macédonien pendant le meurtre de ses enfants se dressait désormais telle une déesse au pays des pharaons, son autorité incontestée, son héritage assuré. Elle avait payé le prix ultime du pouvoir, mais elle avait aussi obtenu la récompense suprême, l'immortalité, non seulement dans la mémoire des historiens, mais aussi dans les traditions religieuses du peuple qu'elle dirigeait. Alors que le soleil se couchait sur le Nil, projetant de longues ombres sur les jardins du palais, Arino dut ressentir une profonde satisfaction. Elle avait survécu à l'insurmontable, triomphé d'insurmontables obstacles, s'était métamorphosée de victime en déesse. La jeune fille vendue en mariage à 15 ans était devenue celle qui avait redéfini le statut de reine tomique. La lignée se perpétuerait, préservée non pas par ses propres enfants, mais par l'institution qu'elle avait créée. La pratique de l'inceste royal, autrefois choquante et sans précédent, deviendrait la caractéristique principale de la dynastie tomique. Les futures reines la considéraient comme la fondatrice de leur tradition, la femme qui leur avait montré que la survie était possible même dans les circonstances les plus désespérées. Mais le prix, ce terrible et déchirant prix, ne serait jamais oublié. Chaque futur mariage sous les portiques porterait l'écho de son sacrifice, chaque cérémonie divine se souviendrait du prix qu'elle avait payé. Elle avait sauvé la dynastie, mais elle s'était perdue dans l'aventure, était devenue un symbole plutôt qu'une personne, une déesse plutôt qu'une femme. L'ironie tragique était totale. En cherchant à préserver son humanité en protégeant ses enfants, elle avait été contrainte de la sacrifier pour devenir une déesse. En luttant pour rester mère, elle avait été contrainte de devenir un mythe. Cette femme, qui n'avait jamais rêvé que de protéger sa famille, avait fini par fonder une tradition qui allait consumer d'innombrables familles au cours des siècles suivants. À la tombée de la nuit sur Alexandrie, la ville s'installa dans le rythme qui allait la définir pour les 3 siècles suivants. Au palais, le couple divin accomplissait ses devoirs sacrés, préservant l'ordre cosmique par son union. Dans les temples, les prêtres offraient des prières pour la santé et la prospérité de la théophilie. Dans les rues, marchands et érudits, agriculteurs et pêcheurs vaquaient à leurs occupations sous la protection de dieux autrefois humains. Quelque part dans l'ombre de la mémoire, les fantômes de 2 garçons assassinés jouaient dans les jardins de leur enfance, leur rire résonnant à travers les siècles comme un rappel du prix que le pouvoir exige toujours. La tradition établie par Arsinoe lui survivrait, mais elle n'échapperait jamais au sang qui avait irrigué ses racines. L'histoire était loin d'être terminée. La dynastie tomique perdurerait encore 2 siècles et demi, donnant naissance à des souverains qui resteraient dans les mémoires comme parmi les plus brillants et les plus dépravés de l'histoire humaine. Mais tous relieraient leur tradition à cet instant, à cette femme, à cette terrible et nécessaire transformation de victime en déesse.
Les années qui suivirent le mariage divin furent une étude de la danse complexe entre le pouvoir et son prix. Arsène II, alors âgé d'une quarantaine d'années, se lança dans le rôle de reine pharaonique avec la ferveur de celle qui comprenait que c'était peut-être sa dernière chance de laisser une trace durable dans l'histoire. Ses mariages précédents lui avaient appris que survivre signifiait plus que simplement endurer, c'était devenir indispensable. La première épreuve majeure du couple royal survint avec le déclenchement de la première guerre de Syrie en 274 avenue Jésus-Christ. L'empire séleucide, encore sous le choc du chaos consécutif à l'assassinat de Seleucia, était déchiré par des prétendants rivaux au trône. Antiochus Ier, l'héritier légitime, se trouva confronté à des prétendants et à des gouverneurs rebelles qui voyaient dans la faiblesse de l'empire une opportunité. Pour l'Égypte, cela représentait à la fois un danger et une opportunité, la possibilité de reconquérir les territoires perdus face à Seleucia, mais aussi le risque d'être entraîné dans un conflit coûteux. Arsène se révéla d'une aide précieuse lors de ses délibérations. Son expérience auprès des cours de Lysimachus et de Céronus lui avait appris à décrypter les subtils courants de la politique interdynastique. Elle comprenait la façon de penser des généraux ambitieux, leur calcul des risques et des récompenses, et comment ils pouvaient être manipulés ou vaincus. Alors que Ptolémée II hésitait entre prudence et agressivité, elle prodigua le conseil décisif qui allait façonner la stratégie de l'Égypte pour les décennies à venir. « Frappez maintenant », dit-elle à son frère et mari alors qu'ils se tenaient sur le balcon du palais surplombant le port d'Alexandrie, observant les galères de guerre se préparer au départ. Antiochus est faible, son empire est fracturé, mais sa faiblesse est temporaire. Donnez-lui du temps et il consolidera son pouvoir. Frappez maintenant, pendant qu'il saigne de ses 12 blessures. Ces paroles portaient le poids d'une expérience amère. Elle avait vu ce qui arrivait à ceux qui attendaient trop longtemps, qui hésitaient lorsque la fortune leur offrait des cadeaux. Lysimachus avait hésité avant de s'occuper d'Agatha, et cette hésitation lui avait tout coûté. Céronus avait frappé promptement en assassinant Salocus, mais il s'était ensuite laissé aller, laissant ses ennemis s'organiser contre lui. La leçon était claire, dans le monde politique hellénistique, le timing était primordial. La guerre qui suivit valida ses conseils. Les forces égyptiennes envahirent la Palestine et le sud de la Syrie, reconquérant des territoires perdus depuis des décennies. Les villes qui avaient croupi sous les impôts séleucides accueillirent les armées ptolémiques en libératrices. Arino elle-même participa à certaines de ces campagnes, sa présence servant à la fois à inspirer les troupes et à assurer la consolidation des victoires. Mais Arsène n'excellait pas seulement en stratégie militaire. Elle comprenait un point que beaucoup de ses contemporains ignoraient, l'importance du récit, du contrôle de la perception et de la mémoire du pouvoir. Sous son influence, la cour royale devint un centre de production artistique et littéraire sans précédent depuis l'époque de Périclès à Athènes. Des poètes comme Théocrite furent chargés d'écrire des vers comparant le couple royal à Zeus et Héra, soulignant la nature divine de leur union tout en la rendant acceptable à la sensibilité grecque. De même que Zeus, le roi des immortels, aime Héra, sa sœur épouse, écrivit Théocrite, de même Ptolémée aime sa fiancée. La comparaison était délibérée et calculée. Si le roi des dieux pouvait épouser sa sœur, alors les pharaons mortels pouvaient certainement en faire autant. Mais Arino veillait à équilibrer les sensibilités grecques et égyptiennes. Dans les temples bordant le Nil, elle et Ptolémée étaient représentés sous les traits d'Isis et d'Osiris, les divins frères et sœurs dont l'union maintenait l'ordre cosmique. Les inscriptions hiéroglyphiques évoquaient leur mariage en des termes sacrés depuis des millénaires, soulignant la continuité avec le passé pharaonique plutôt que l'innovation ou l'influence étrangère. L'influence de la reine s'étendit à tous les aspects de la vie de cour. Elle réforma la maison royale, instaurant de nouvelles cérémonies et de nouveaux protocoles qui soulignaient le statut divin du couple régnant. Elle patronna la grande bibliothèque, veillant à ce que des érudits de toute la Méditerranée viennent à Alexandrie pour étudier et enseigner. Elle supervisa la construction de magnifiques temples et édifices publics qui proclamaient la puissance ptolémique auprès de ses sujets comme auprès des visiteurs. Mais surtout, elle entreprit d'intégrer ses beaux-enfants, les enfants de Poly II issus de son premier mariage, au nouvel ordre. Le prince héritier, qui deviendrait Ptolémée III, n'était qu'un enfant lorsque son père divorça de sa mère pour épouser Arsène, mais la nouvelle reine prit soin de lui témoigner honneur et affection,
sachant que sa propre sécurité dépendait de sa loyauté. « Tu es l'avenir de cette dynastie », dit-elle au jeune prince lors d'une de leurs conversations privées. « Ton père et moi ne sommes que les gardiens du trône jusqu'à ce que tu sois prêt à le revendiquer. Souviens-toi que le pouvoir ne s'hérite pas, il se gagne, jour après jour, décision après décision. Les dieux ont peut-être fait de toi un prince, mais seules tes actions peuvent faire de toi un roi. » Ces leçons étaient le fruit de sa propre expérience amère. Elle avait vu trop d'enfants royaux grandir en croyant que leur naissance les autorisait à régner, pour finalement découvrir que le monde se fichait de leur lignée s'ils n'avaient pas la force de la défendre. Le garçon qui allait devenir Tommy III assimila ses enseignements, et il lui servirait bien quand son heure viendrait de régner. Au fil des ans, Arsenault se retrouva à assumer des rôles traditionnellement réservés aux hommes. Elle assistait aux réunions du Conseil royal, où sa voix avait autant de poids que celle d'un général ou d'un administrateur. Elle recevait des ambassadeurs, sa connaissance des langues et des coutumes se révélant précieuse lors des négociations. Elle participait même à des cérémonies religieuses traditionnellement réservées aux pharaons, partageant ainsi les devoirs sacrés qui maintenaient la relation de l'Égypte avec les dieux. La transformation fut remarquable. Celle qui n'avait été qu'un pion dans les jeux diplomatiques de son père était devenue une figure d'un rang équivalent à celui de n'importe quel souverain du monde méditerranéen. Les rois recherchaient sa faveur, sachant que son influence auprès de Tommy II était absolue. Les érudits lui dédièrent leurs œuvres, la reconnaissant comme une protectrice digne de la poésie immortelle. Le peuple d'Égypte la vénérait comme une déesse, croyant que sa bénédiction divine assurait la fertilité de leurs champs et la prospérité de leur cité. Mais l'aspect le plus significatif du règne d'Arsène fut peut-être le précédent qu'elle créa pour les futures reines d'Uthmique. Avant son mariage avec Tommy II, les femmes royales du monde hellénistique étaient importantes principalement en tant que mères et atouts diplomatiques. Elles pouvaient exercer une influence considérable en coulisses, mais détenaient rarement un pouvoir formel ou des titres officiels. Arsène changea tout cela. Elle créa le modèle de ce que les érudits appelleraient plus tard la royauté thomique, un modèle de règne féminin combinant les concepts égyptiens traditionnels de royauté divine et les idées hellénistiques de l'autorité royale. Les futures reines comme Cléopâtre II s'appuieraient sur les fondations qu'elle avait posées, mais elles la reconnaîtraient toujours comme la créatrice de leur pouvoir. L'ironie n'échappait pas à ceux qui connaissaient son histoire. Celle qui avait été contrainte à des mariages incestueux, victime de calculs politiques masculins, avait transformé ces mariages en source d'une autorité féminine sans précédent. Elle avait pris les chaînes qui la liaient et les avait forgées pour en faire une couronne. À l'approche de la cinquantaine, Arsène commença à s'interroger sur son héritage. Elle n'avait pas d'enfant pour perpétuer sa lignée, mais elle avait créé quelque chose de plus durable, peut-être, une institution, une tradition, une manière d'être reine qui perdurerait longtemps après sa mort. La pratique du mariage fraternel, né de son union, allait devenir la caractéristique fondamentale de la dynastie thomique, la distinguant de tous les autres souverains hellénistiques. Elle instaura un culte en son honneur, un fait sans précédent pour une reine vivante. Des temples furent construits où elle fut vénérée comme une déesse. Des fêtes furent instituées pour célébrer son mariage divin. Des sacerdoces furent créés pour perpétuer ses rites sacrés. Il ne s'agissait pas de simples expressions de vanité royale, c'étaient des mesures soigneusement calculées pour garantir que ces innovations survivraient à sa mort. La fin survint en 270 avant Jésus-Christ, alors qu'Arsène avait 46 ans. La cause de sa mort est perdue dans l'histoire, peut-être la maladie, peut-être le poison, peut-être simplement le poids d'une vie vécue dans le plus grand stress et le plus grand danger. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont elle est morte, mais ce qu'elle a accompli. Ses funérailles furent un spectacle digne d'un pharaon. Le cortège parcourut les rues d'Alexandrie pendant des jours, rassemblant des représentants du monde méditerranéen venus lui rendre hommage. Les poètes récitaient des vers en son honneur. Les prêtres célébraient des cérémonies en plusieurs langues, et le peuple d'Égypte pleurait la perte de sa reine divine. Mais même la mort ne put entamer son influence. Tommy II, privé de sa compagne et co-régente, instaura un culte éternel en son honneur. Elle fut officiellement déifiée sous le nom d'Arsenoph-Philidlus, la déesse fraternelle, et son culte fut intégré à la religion d'État égyptienne. Partout dans le royaume,
des temples entretenaient ses feux sacrés, et son image figurait sur des pièces de monnaie et des monuments pendant des siècles. Plus important encore, la tradition qu'elle avait établie se perpétua. Les futurs dirigeants des PMIC suivirent son exemple, mariant leurs frères et sœurs afin de préserver le caractère divin de leur autorité. Cette pratique devint si essentielle à la dynastie qu'il était impossible d'imaginer un règne thomique sans elle. Chaque génération successive de mariage entre frères et sœurs était un hommage à sa mémoire, une reconnaissance qu'elle avait trouvé la clé de la légitimité dans un monde qui ne respectait que le pouvoir. L'ironie tragique de son histoire était totale. Victime de la pratique du mariage dynastique, la femme avait transformé cette même pratique en une source d'autorité féminine sans précédent. Forcée à l'inceste par les calculs politiques des hommes, elle en avait fait un moyen de transcender les limites que ces mêmes hommes avaient tenté de lui imposer. Au fil des siècles, la dynastie thomique tomba sous la domination romaine, et les historiens débattirent de la moralité et de la sagesse de la tradition établie par Arsène. Certains condamnèrent la pratique du mariage entre frères et sœurs, la qualifiant de corruption du droit naturel, signe de décadence qui mena inévitablement à la chute de la dynastie. D'autres y virent une brillante adaptation aux circonstances particulières de l'Égypte hellénistique, une manière de préserver sa légitimité dans un monde de revendications concurrentes et de loyauté partagée. Mais l'hommage le plus approprié rendu à Arsène II provenait peut-être d'une source inattendue. Lorsque Jules César arriva à Alexandrie et commença sa liaison avec Cléopâtre II, il fut stupéfait par l'assurance et l'autorité de la jeune reine. Comment peut-elle se comporter avec une telle assurance divine, aurait-il demandé à l'un de ses conseillers. La réponse fut simple, elle était l'héritière d'une tradition vieille de près de 3 siècles, d'une femme qui avait transformé la victimisation en victoire, la souffrance en force, les chaînes en couronne. Cléopâtre régnait ainsi parce qu'Arsène II lui avait montré comment faire, avait créé le modèle de la royauté thomique qui rendait une telle autorité possible. Au final, c'est peut-être là l'aspect le plus remarquable de l'histoire d'Arsenault. Elle a commencé comme un pion dans le jeu des autres, victime de forces indépendantes de sa volonté. Mais grâce à son intelligence, sa détermination et une capacité de survie quasi surhumaine, elle s'est transformée en une figure sans précédent dans le monde antique, une femme qui régnait non seulement par le mariage ou la maternité, mais aussi par son propre mérite et son autorité. Le prix à payer avait été énorme. Elle avait sacrifié ses enfants, sa jeunesse, sa tranquillité d'esprit et, finalement, son humanité pour accomplir cette transformation. Elle avait été forcée de devenir une déesse, car le simple fait d'être humaine ne suffisait pas à assurer sa survie dans le monde où elle vivait. Mais l'exploit était tout aussi colossal. Elle avait créé un nouveau modèle de pouvoir féminin, démontré que même dans les sociétés les plus patriarcales, une femme suffisamment déterminée pouvait transcender les limites imposées à son genre. Elle avait prouvé que la victimisation n'était pas forcément permanente, que même les circonstances les plus désespérées pouvaient se transformer en opportunités de grandeur. Alors que le soleil se couchait sur le Nil le jour de ses funérailles, projetant de longues ombres sur les temples où elle serait vénérée pendant des siècles, les personnes en deuil regagnèrent leur foyer, emportant avec elle le souvenir d'une reine unique en son genre. Elle avait été la femme contrainte à l'inceste par les ambitions politiques de son père, mais elle avait aussi été celle qui avait transformé ses ambitions en une source de pouvoir qui allait traverser les âges. La lignée qu'elle avait si désespérément cherché à préserver à travers ses propres enfants subsistait au contraire grâce à l'institution qu'elle avait créée. Chaque future reine ptalique épousant son frère, chaque cérémonie proclamant la nature divine de l'inceste royal, chaque pièce à l'effigie de souverains fraternels, tout cela était un monument à sa mémoire, témoignage du prix qu'elle avait payé et de la victoire qu'elle avait remportée. Dans la mort comme dans la vie, Arsène II Philadelphie est restée ce qu'elle avait toujours été, une femme qui refusait d'accepter les limites qu'on cherchait à lui imposer, qui transformait chaque chaîne en couronne, chaque défaite en tremplin vers un pouvoir accru. Elle avait été la victime devenue déesse, le pion devenu reine, la femme qui avait montré au monde que même l'inceste, symbole ultime d'impuissance et d'exploitation, pouvait se transformer en source de force. Son histoire était terminée, mais son héritage perdurerait jusqu'à ce que le dernier pharaon ptolémaïque tombe sous les épées romaines et que la dynastie qu'elle avait contribué à créer entre enfin dans l'histoire. Même alors, son influence survivrait dans la mémoire des historiens et l'imagination des poètes,
rappelant que les êtres humains sont capables de transformer même les circonstances les plus horribles en source de sens, de finalité et de pouvoir. La reine, contrainte à l'inceste par son propre père, était devenue la déesse qui avait redéfini le statut de reine. Finalement, c'était peut-être une victoire suffisante.